Vous le voyez ce qu'il se passe à chaque fois que quelqu'un prie pour voir la higher cut de la toute première Suicide Squad, à chaque fois que quelqu'un veut que sorte le projet Superman Lives de Tim Burton avec un Clark Kent à mulet incarné par Nicolas Cage, à chaque fois qu'il y en a un qui lance le débat éternel, quel est le meilleur Spider-Man à l'écran sur Twitter, on nous fait croire que c'est la Torche qui a lâché une caisse en se baignant, mais je peux vous assurer que c'est les portes des enfers qui s'ouvrent sur nous à cause de nous, nous sachons. Pas m'énerver si fort, il y en a peut-être qui sont en pleine séance de Black Widow, on va en parler Black Widow, en plus ça y est, pour beaucoup d'entre vous, ce sont officiellement les vacances, hein. Enfin ça dépend si vous êtes plutôt du camp juilletiste ou haussien, j'ai jamais vraiment compris ce débat, pour moi c'est un petit peu comme quand on te demande de choisir entre DC et Marvel quand tu es jeune et que tu n'as pas de thunes, hein. Tu aimerais bien faire les deux mais tu es obligé d'en choisir qu'un. En attendant, force à tous ceux qui bossent ou qui ne partent pas spécialement en vacances, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 304e JT Comics. Le 23 juin, Spider-Man rencontrait le pape François. Le 5 juillet, il est opéré pour une soi-disant inflammation du côlon. Moi, je pense tout simplement que Spidey l'a mordu. En plus, il lui a remis un masque de Spider-Man. Donc, il me tarde de voir le pape François rejoindre la phase 5 du MCU. La soutane au vent en train de se balancer entre les buildings à New York. Ça va être super. En attendant, nous, balançons-nous vers les news de la semaine. Batman, la pièce. Rien à voir avec la Batcave puisque c'est la news insolite de la semaine. Batman Rip, c'était la chauve-souris entre 4 planches. Batman Ninja, ce sera la chauve-souris sur les planches puisque le public japonais pour en voir l'adaptation de ce film d'animation qui ramenait Batman dans le temps, dans le Japon féodal, au théâtre, sur scène. Oubliez le côté cour et jardin, on va avoir le côté cave et le côté Batarang. Ça débutera en octobre prochain au Japon, c'est une très très grosse production avec 3 représentations par jour quasiment toute la semaine, 4 équipes d'acteurs qui se relaient, la plupart ont joué dans Kamen Rider, qui est une source d'inspiration pour l'auteur de l'animé qui avait eu son petit succès au Japon, même aux États-Unis et même en France. Petite cerise sur le gâteau pour mes fans de métal japonais, c'est le groupe Gizeh qui signera la bande originale de la pièce. Je vous laisse me dire dans les commentaires si vous êtes friand de ce genre d'initiative, si vous iriez voir ce genre de spectacle en France, et puis quels comics, quelles planches vous rêveriez de voir adaptées sur les planches. Vie d'ordure. Je n'ai toujours pas vu Black Widow, donc pas de spoil, mais un petit peu de prévention. Il est toujours important de bien se mouiller la nuque avant de répondre à des questions de journalistes, sinon vous faites une Stephen Dorff. Alors pour tous ceux qui ont crié qui ça en chœur, c'est quand même l'acteur. Moi je l'ai beaucoup aimé dans la saison 3 de True Detective. Il a aussi joué le protagoniste principal dans 13, l'adaptation de la bande dessinée. Il a lâché un scud gratuit, il a dit « Je chasse toujours les bons rôles, les bons films, parce que je ne veux pas être dans Black Widow. Ça a l'air d'une poubelle pour moi, ça ressemble à un mauvais jeu vidéo. J'ai honte pour ces gens, j'ai honte pour Scarlett, je suis sûr qu'elle a été payée 5-7 millions de dollars, mais je suis gêné pour elle, je ne veux pas être dans ces films, vraiment pas. Au lieu de ça, je trouverai ce jeune réalisateur qui sera le prochain Kubrick, et je jouerai pour lui. » Ok, Kraven, le chasseur de talent, je suis pas sûr qu'on t'ait forcément appelé pour jouer dans Black Widow, mais surtout que ça ne t'empêche pas de donner ton avis. Il a fait ce qu'on appelle dans le milieu une Scorsese, ça fait un petit peu parler de lui, et puis il finira par jouer dans The Human Centipede 4 quand il aura trouvé son prochain Stanley Lombrick. Pourtant, il a quand même joué dans le film qui a rendu tout ça possible, le MCU et tout le reste, puisqu'il a joué dans le Blade de 1998, et qu'il a même dit il y a 1 an, il n'avait pas le même avis, il a un petit peu retourné sa veste, il avait dit « Je rêverais de réinventer mon personnage », donc Deacon Frost, pour le MCU. En attendant, chez Marvel, on fait justement le tri, on prend un petit peu de recul par rapport à la façon dont on a traité Natasha Romanoff, la veuve noire, dans le passé du MCU. La vice-présidente des studios Marvel, Alonso, a déclaré qu'elle n'avait jamais aimé la façon dont le personnage avait été objectifié, sexualisé dans son introduction dans Iron Man 2, souvenez-vous, elle boxe contre Happy, Iron Man tombe amoureux, il est à 2 doigts de taper son nom dans la barre de recherche sur Pornhub, il retrouve des photos d'elle en sous-vêtements et il dit « Ah, j'en veux une », comme si c'était la dernière vaginette à la mode. Scarlett Johansson avait quand même déclaré que ça ne la dérangeait pas plus que ça, qu'elle prenait même ça comme un compliment, mais qu'elle comprenait que les temps avaient changé et que c'était une période intéressante à vivre pour elle. Alors là, la réalisatrice de Black Widow a bien pris la peine de dire qu'ils ont fait attention qu'aucune des femmes présentes dans le film ne soit objectifiée, ne soit trop sexualisée. Ils se moquent même de ce fameux gimmick de l'atterrissage du super-héros qui est toujours très sexy quand il s'agit de Black Widow, mais bon, c'est aussi un petit peu ridicule et sexy quand il s'agit de Spider-Man ou de Black Panther, et en plus calmez-vous un petit peu, puisque je vous rappelle qu'il y a quand même un atterrissage, celui sur Vormir,
qui est plutôt sanglant que sexy, elle est polyvalente. On parle déjà d'un Black Widow 2 mais sans Scarlett Johansson, je vous laisse me dire si vous l'avez vu, ce que vous avez pensé du film, méfiez-vous des spoilers dans les commentaires. Momo et Toto. Il est mégalo, il a osé s'attaquer frontalement au patron Alan Moore, mais c'est un génie de l'écriture qui ne fait pas vraiment l'unanimité, mais lisez au moins son run sur Animal Man, au moins le numéro 5 si vous devez en lire qu'un. Grant Morrison a mis un petit coup de tête chauve à Tom Taylor en parlant de sa vision d'un Superman qui dériverait vers une forme de fascisme, une forme d'autoritarisme poussé. Il dit « c'est quelque chose que j'ai accepté qui peut être résumé aux structures patriarcales qui nous ont opprimés et dont on peut facilement faire de Superman une figure de proue, un représentant. Cette figure paternelle qui veille sur nous peut être transformée en figure autoritaire, mais je pense que c'est une erreur. Je pense que l'idée de Superman qui réagit à la mort de Lois Lane en devenant un tyran est ridicule. Ma mère est morte, mon père est mort et je ne suis pas devenu un tyran. Si je peux le supporter, Superman peut le supporter. Ok, Geoff Kent. Bon, il fait clairement référence à l'intrigue d'Injustice écrite par Tom Taylor, mais je trouve que c'est quand même intéressant que le débat se pose sur la table. C'est pas si gratuit que ça, puisque il le fait dans le cadre de la promotion de son Superman and the Authority, où Clark Kent va diriger The Authority, qui est une équipe un petit peu comme la X-Force, un petit peu comme The Boys, qui n'hésite pas à employer la méthode forte, et donc il explique que lui, il va prendre une approche différente, et donc il dit que c'est un petit peu plus effrayant que Superman en tant que simple papa autoritaire avec des yeux rougeoyants. Lui, c'est plus un point de vue extraterrestre qui dit j'en ai assez de vous, vous faites des bêtises depuis trop longtemps et vous allez vous faire du mal si je ne fais pas quelque chose. Sachant que Superman, il a quand même bien le pouvoir de nous briser. On va voir comment un alien qui quand même s'est très très bien humanisé peut gérer nos problèmes, les problèmes de l'humanité. En attendant, ce qui est sûr, c'est qu'on peut lui faire confiance pour écrire de Superman. Il l'a prouvé à travers le temps. Sneaked. Vous le savez, il suffit que Hugh Jackman lâche une caisse qui résonne un petit peu comme un grognement pour que tous les journaux titrent « Ah, Hugh Jackman revient en Wolverine dans le MCU », sauf que cette fois, il a donné un petit peu plus à manger à ses gloutons en postant un poster de Boss Logic, l'artiste, qui montre l'avant-bras puissant de Wolverine avec les fameuses griffes en métal qui sortent, et puis 20 heures plus tard, une photo de lui et de Kevin Feige, le grand patron, l'architecte des studios Marvel. Alors, est-ce qu'il est retombé sur son Skyblog, son MySpace, et qu'il a eu un élan de nostalgie? Est-ce qu'il va faire son grand retour dans le personnage de Wolverine? Est-ce qu'au fond, on s'embalèque parce que les X-Men ne vont pas être introduits dans le catalogue du MCU avant au moins 2025, après les 4 Fantastiques, et que à cette date-là, il pourra simplement faire Old Man Logan? Je vous laisse spéculer dans les commentaires. Hobbs is back! Et puisqu'on parle du meilleur félin dans sa partie, attention, c'est la meilleure news de la semaine, elle me remplit de joie, le retour, une forme de retour de Calvin et Hobbes en comic strip, 26 ans après le tout dernier strip d'un des meilleurs comic strips qui existent par Bill Watterson, Calvin et Hobbes, Bill Watterson qui est quelqu'un de très discret, qui s'est retiré dans un total anonymat, qui n'a jamais cédé les droits sur, ne serait-ce que pour faire des peluches de Hobbes, ce qui me prouve que c'est le genre de tête dure que j'aime bien. Ça l'a pas empêché de venir faire des petits guest stars en scred, avec notamment le Stephen Pastis et son bon pote Berkeley Breathed, qui publiait Bloom County à peu près à la même époque que Calvin et Hobbes. C'est un excellent comic strip, malheureusement inédit à ce jour en VF, donc si un éditeur écoute, eh bien mettez du pognon là-dessus, sortez-nous une intégrale, et depuis le 1er avril 2016, il nous fait croire qu'il a racheté les droits sur Calvin et Hobbes à Bill Watterson, et chaque 1er avril depuis 5 ans, donc il publie un comic strip en featuring avec Bill Watterson qui co-signe. Alors on ne sait pas exactement qui dessine quoi, il faudrait vraiment, puisqu'ils ont un trait qui peut être assez similaire, et pas cette année. C'est bizarre, cette année, en fait, il a décalé avril en juin, puisque depuis le 10 juin, il a déjà sorti 8 comic strips dans lesquels Hobbes est devenu un personnage régulier de Bloom County, et c'est Opus, le pingouin avec son gros nez, là, qui essaye de le ramener à Calvin. C'est posté gratuitement sur la page Facebook du comic strip que je vous mets dans la description, c'est beau, c'est émouvant de retrouver Hobbes après tout ce temps, c'est très intelligent, ça conserve bien l'esprit de Bill Watterson, et il me tarde de voir où est-ce que ça va cette affaire. Je peux vous garantir que si ça culmine en la réunion de la peluche du tigre Hobbes et d'un Calvin, pourquoi pas devenu adulte, là je peux tout à fait faire pipi de l'œil.
Richard Donner. Si son apport à la cuisine vous laisse indifférent, il faut au moins rendre hommage à ce que ce monsieur a apporté de grand au cinéma, hein, puisque le réalisateur des Goonies, de La Malédiction, du tout premier Superman, Richard Donner est décédé à l'âge de 91 ans. Pour moi, je suis désolé, mais ça restera toujours la saga de l'arme fatale. Merci. Il avait eu l'audace, à l'époque où il était sorti, d'avoir réalisé le film le plus cher de l'histoire du cinéma, avec 55 millions de dollars de budget. À sa sortie, il en avait rapporté 300 millions quand il avait fait voler Christopher Reeves. C'est emblématique. C'est un réalisateur légendaire, un producteur légendaire également, puisqu'on lui doit la prod des premiers X-Men de Bryan Singer. Il avait aussi coécrit des comics, avec du Action Comics, avec Geoff Johns, qui est l'un de ses anciens assistants, on le connaît bien parce que c'est un scénariste de chez DC Comics. Sans lui, le MCU n'aurait pas le même visage, puisque c'est lui qui a aussi mis un peu le pied à l'étrier de Kevin Feige, l'architecte dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été son assistant également et qui a beaucoup appris de lui sur la façon de donner vie à l'écran à des personnages de comics. Adieu Richard, et j'aimerais conclure par une citation de lui qui m'a toujours amusé. Il dit: j'ai un buste d'Abraham Lincoln dans mon bureau, et ce n'est pas en raison de tout ce qu'il a fait de grand pour notre pays, mais parce que chaque fois que je le regarde, je dois me rappeler qu'un acteur l'a tué. Lisez, cette semaine j'ai pris un peu de temps pour moi, je me suis fait plaisir, j'ai lu le Lock and Key, Ciel et Terre relu, je l'avais lu en VO, mais là j'ai lu la très bonne version française de Maxime Ledin pour iComics, et c'est 3 récits courts dans l'univers de Lock and Key qui parlent de 3 générations de Lock différentes, et donc vous avez évidemment le récit le plus émouvant qui s'appelle Open the Moon, décrocher la lune, qui raconte l'histoire d'un enfant malade et de comment ses parents vont se dépasser pour lui faire plaisir en gros, et donc c'est excellent. Gabriel Rodriguez est pour moi l'un des meilleurs dessinateurs de comics qui sait adapter son trait au style de l'histoire qu'il raconte, comme dans la deuxième histoire où une famille de gangsters s'attaque à la mauvaise baraque, à la mauvaise famille, les Locke à la résidence Key, et donc vous avez la troisième qui est très mécomprise. Il n'y a pas grand monde qui l'aime, j'ai l'impression, alors qu'en réalité c'est tiré d'un one-shot qui fêtait les 10 ans d'IDW, l'éditeur, et donc c'était un crossover avec plein de personnages, c'est pour ça que vous voyez Snake Eye ou Tank Girl. Mon seul petit regret, et je pense que c'est contractuel, ils sont obligés de respecter le TPB-VO qu'ils éditent, mais à l'époque dans le one-shot où il y avait la seconde histoire Grindhouse, il y avait tous les plans de la maison de la Key House, et donc c'est toujours cool parce qu'en plus Gabriel Rodriguez a une formation d'architecte, donc il a fait ça super bien, et j'espère qu'un jour on les aura quelque part, on peut compter sur les comics en tout cas pour se battre pour les avoir. J'ai aussi lu Texas Blood, qui est le premier comic book prometteur d'un duo dont il va falloir se rappeler, Chris Condon et Jacob Phillips. Ça raconte l'histoire au Texas de 2 frères, un voyou qui est tué et l'autre qui avait mis cette vie derrière lui, qui va forcément revenir, et d'un vieux shérif presque à la retraite qui va devoir gérer les embrouilles que tout ça va occasionner. C'est superbe, moi j'ai beaucoup aimé, c'est très épuré, très asséché, et il y a des très bons personnages qu'on prend plaisir à suivre, notamment ce shérif qui est vieux et que Jacob Phillips dessine à merveille, puisqu'on sent l'usure et l'expérience de toutes ces années de service sur son visage muet. Me tarde de lire le 2e tome, et puis pour le boulot, vous savez que je suis traducteur, j'ai l'immense honneur, la chance d'avoir été sollicité par 404 Comics qui va adapter en version française We Live, de la série Aftershock des frères Miranda. C'est une excellente série dont je vous reparlerai forcément, elle a été nommée aux Eisner Awards de cette année. Je me régale, c'est très émouvant, très cool, très beau, très beau, mais je vous en reparlerai évidemment. Et puis j'ai la fierté quand même aussi d'avoir traduit dans le jeu de société toute la partie application du jeu Destinies, l'extension Mer de Sable, qui est un très bon jeu, très narratif, qui se joue vraiment sur du multimédia, multi-support. Vous avez le plateau de jeu, les figurines, vous avez les cartes en main, et puis vous avez toute une partie application mobile. C'est chez Lucky Duck Games, alors je vous rassure, je ne touche pas de royalties sur les ventes, donc je peux vous en parler sans faire le VRP, juste parce que c'est un très bon jeu et que c'est une fierté pour moi du coup d'y avoir contribué. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez ou geekez, puisque c'est la fin de ce JT. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à le suivre, malgré l'été, malgré le soleil, vous êtes toujours là, moi aussi. Donc ça fait plaisir, merci pour vos pouces bleus, merci pour vos partages sur Facebook, vos tweets, vos retweets, vos incorporations dans les stories Instagram, où je vois un petit peu où vous me regardez, vous êtes en vacances, et c'est très cool, alors vous êtes encore chez vous, mais au moins vous kiffez avec 10-15 minutes de JT. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube, où j'essaie de répondre à chacun d'entre vous, ou bien sur les réseaux sociaux, vous me laissez aussi vos petits messages pour El Bando
Fernando del Pueblo, votre espace de liberté depuis 304 JT maintenant. Je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Avant on avait peur de marcher sur des Lego, maintenant on peut marcher dans des Lego, puisque Lego a fait un partenariat avec Adidas pour déjà des fringues, en plus une chaussure Adidas directement avec même des lacets. Bon par contre il n'y en a qu'une, donc c'est un bon plan mais pour les unijambistes.